Bonjour tout le monde, bienvenue dans la troisième vidéo qu'on fait aujourd'hui avec Emma Cruzy sur le thème de l'accouchement physiologique. Bonjour Emma, Salut Nathalie, ça comment va? vas-tu? Oui, très bien et toi? Bah oui, on est toujours là, on tient bon, Tiens bon, oui, on exactement. continue. Oui. En tout cas, c'est un thème qui plaît à beaucoup de monde. On a eu des commentaires déjà pour la première vidéo qui est sortie. On enregistre là fin novembre 2022. Pas mal de personnes qui ont témoigné du fait qu'elles ont accouché de manière physiologique. Alors que ce soit en maison de naissance ou dans les hôpitaux, l'important ici, c'est de trouver un obstétricien qui est ouvert à la discussion. D'où ce qui est génial, c'est de pouvoir s'informer, être au courant de comment se passe un accouchement physiologique avant de pouvoir entamer une discussion avec son obstétricien et puis de pouvoir faire un choix libre et éclairé. Donc ici, on n'est absolument pas contre l'accouchement à l'hôpital. L'important, c'est de pouvoir expliquer comment le processus physiologique se passe, comment on peut respecter le processus hormonal naturel pour que chaque femme puisse faire son choix. Et l'homme, évidemment, aussi. Donc, on a rappelé lors de la dernière capsule qu'il y avait quand même des normes qui avaient été établies, qui mériteraient d'être vues. En tout cas, qu'on en discute parce que on a parlé pas mal du test du diabète gestationnel de grossesse qui pose question parce qu'en fait, ce test est fait sur des femmes qui ne sont pas enceintes. Donc, les normes ont été édictées sur des femmes qui ne sont pas enceintes alors qu'on l'applique sur des femmes enceintes. Toujours rester vigilant et se renseigner et voir dans quelle mesure on peut se fier aux tests qu'on fait. Alors, on a rappelé aussi le fait que les professionnels n'étaient pas toujours au courant de ce qu'ils pouvaient induire par leurs gestes. Donc, c'est déjà pas évident d'éveiller les consciences au niveau des citoyens. C'est pas évident de se remettre en question, d'aller oser se poser des questions. Mais par rapport aux professionnels, c'est pas évident non plus parce qu'ils ont été vraiment formatés pendant leurs études. Hein, c'est ce qu'on disait la fois passée. Donc, c'est pas toujours évident pour eux, mais il y en a dans l'ombre. Donc, ce serait bien qu'ils se manifestent éventuellement dans les commentaires. En tout cas, vous pouvez échanger entre vous dans les commentaires parce qu'il y a quand même pas mal de maisons de naissance aussi. Et puis contactez-vous entre vous parce que c'est intéressant un peu d'échanger les infos. Euh, alors on a parlé de la dilatation du col dans la deuxième capsule. On a rappelé que le col était un sphincter et qu'il pouvait se dilater en fonction très bien ou il pouvait moins bien se dilater si, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, si l'ocytocine naturelle n'était pas respectée. Et pour ça, il y a plusieurs choses. Il faut déjà pas se positionner sur le dos parce que se positionner, en tout cas être debout ou accroupi, ça permet au bébé de mieux s'engager. Respecter le néocortex de la femme qui est en travail parce que le fait d'être dans sa bulle, de ne pas être soumise à de l'éclairage, à des examens, des touchés vaginaux ou à des paroles, à devoir se déshabiller, etc., ça peut aussi poser problème. Et donc tout ça va permettre des contractions efficaces et on va en parler maintenant. Donc on en était arrivé au déclenchement. On avait dit qu'il pouvait être fait avec de la prostaglandine, ça tu l'avais expliqué. Avant de passer à l'ocytocine, est-ce qu'on pourrait revenir sur la poche des os? La poche des os qui est en fait comme un coussin qui amortit la pression de la tête du bébé sur le col. Il peut y avoir un danger si on fait une rupture artificielle de cette membrane. Et donc, on en avait déjà parlé, mais est-ce que tu pourras en reparler et parler de cette fameuse étude qui a été faite sur 5000 femmes? Oui, alors, effectivement, on avait parlé du déclenchement juste, prostaglandine, parce qu'en fait, comme la mode vient toujours de déclencher le plus tôt possible, eh bien, le col de l'utérus, avant qu'il s'ouvre, il faut qu'il change, on va dire, de consistance. Il faut qu'il soit on dit mûr, hein, un col mûr. Et pour qu'il soit mûr, on considère qu'il faut quand même qu'il se ramollisse, qu'il commence un petit peu à bouger, à se raccourcir et cetera. Et donc on n'arrive pas comme ça en déclenchant avec de l'ocytocine de synthèse. On utilise souvent des prostaglandines pour ramener le col avant, donc ça se fait souvent en 2 phases. Maintenant, pour, la rupture de la poche des os, comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, ça fait partie des interventions qu'on a commencé à faire
très régulièrement, quand on a fait, et appliqué la gestion active du travail. J'ai parlé du protocole de Dublin, au début des années 70 et là, on a commencé vraiment à considérer l'accouchement comme un moment qu'il fallait timer, un peu comme un avion qui atterrit sur une piste. On a parlé de sages-femmes qui se sont retrouvées malgré elles dans des tours de contrôle où elles devaient monitorer, les bébés qui arrivaient, hein, alors plus par la cigogne, mais cette fois par, l'ocytocine de synthèse et donc la rupture de la poche des os, c'est une façon c'est un geste médical qui est souvent appliqué par, aussi malheureusement des sages-femmes qui se veulent gardiennes de la physiologie et moi je suis pas du tout fan de cette pratique-là pour plusieurs raisons, mais disons que la première, c'est qu'on est toujours dans la même prémisse, c'est qu'il faut faire quelque chose sur le corps de la femme parce que sinon ça va pas bien se passer naturellement. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions. Moi, je parle de la masse qui va bien et dans une façon de voir les choses où le temps n'est pas grave. Parce qu'on remarque quand on met son nez dans tout cet univers-là, qu'il y a quand même l'hypothèse de départ, inconsciente ou consciente, qui veut que plus ça va vite, plus c'est sûr, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et donc, on a commencé à dire que pour accélérer le travail, il fallait percer la poche des os pour que le bébé, d'une certaine façon, arrête de flotter dans ce liquide amniotique et puis une bonne fois pour toutes, bam, se positionne sur le col parce qu'en fait, c'est la tête du bébé, puisqu'il a la tête en bas en fin de la grossesse, qui, avec sa tête posée sur le col, pendant la contraction, va appuyer sur le col et c'est ça qui fait que ça s'ouvre. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui ont des contractions et puis elles en bavent au début, puis il y a rien qui se passe. Bah, certaines fois, c'est parce que le bébé, il est pas bien positionné, en fait, tout simplement, sa tête, elle appuie pas assez bien. Alors on se dit: «Bah, si on perce la poche des os, ça fait descendre le bébé et puis ça appuie la tête sur le col et puis ça va aller plus vite parce que ça crée un travail, comme on l'appelle, à sec». Alors oui, effectivement, c'est une réalité, ça peut accélérer le travail. Est-ce que c'est vraiment utile pour la femme et le bébé? Ça, c'est vraiment pas quelque chose que moi je partage, mais surtout, ça crée de nouveau non seulement un inconfort pour la mère, mais aussi pour le bébé. Ouais. Parce que la poche des os, elle crée un coussin, ça fait vraiment quelque chose qui amortit. Donc la mère, au lieu de sentir la tête du bébé sur le col, bah, elle sent la tête plus un petit coussinet. Donc c'est déjà bien intense comme ça. Alors celles qui n'ont pas encore accouché puis qui sont enceintes, elles peuvent pas savoir, on ne sait jamais à quoi s'attendre et puis la perception de la douleur, ça dépend. Mais disons qu'une femme qui a vécu une rupture des membranes, ça s'appelle comme ça, artificielle et qui n'était pas, sous anesthésie, elle a bien senti la différence. Et puis le bébé aussi parce que son crâne, bah, il se retrouve contre les os, hein. C'est aussi une autre sensation pour la tête du bébé que quand il a sa poche autour. Et puis alors, dernière chose, qui est hyper dangereuse et qui arrive quand on perce la poche des os, si le bébé n'est pas assez bien positionné avec sa tête, un risque qui peut arriver, ça s'appelle la procidence du cordon et alors là, c'est une urgence vitale pour le bébé. Ça veut dire que le cordon passe devant sa tête, parce que le cordon, il flotte dans l'eau. Imaginons que la tête n'est pas bien mise sur le col. On perce la poche et puis là, c'est comme un lavabo qui se vide. Donc le cordon peut passer devant la tête, se coincer entre la tête du bébé et le col de l'utérus et donc le bébé lui-même peut compresser son cordon et je rappelle que c'est avec le cordon qu'il s'oxygène et l'accouchement, c'est un moment où le bébé a besoin de s'oxygéner parce qu'il ne s'oxygène pas, voire très mal pendant les contractions. C'est pour ça que on met beaucoup d'importance sur les pauses entre les contractions et puis il faut savoir que pendant un accouchement naturel où on ne vient pas trafiquer avec des molécules chimiques, il y a plus de temps de pause que de temps de contraction, hein. Ça, faut le rappeler aussi parce que ça peut remonter un peu le moral, aux femmes qui se préparent à accoucher, même si sur le moment on l'oublie parce que c'est vraiment intense pour certaines, voilà, mais il y a quand même plus de temps de pause que de temps de contraction et c'est pendant ces pauses que le bébé s'oxygène. Donc si le cordon est comprimé, eh bien, ça devient plus compliqué
à ce moment-là parce que, à un moment donné, il faut que la tête du bébé sorte avant le cordon et là, c'est les cas de césarienne d'urgence. Oui, voilà, c'est ça. Et souvent, en fait, on parle pas assez de la souffrance fœtale, hein, qui est engendrée par ce genre de geste. Il y a également, bon, ici, on parle de la rupture artificielle de la poche des os, mais il y a aussi, on peut avoir une fissure de la poche des os. Alors là, ça veut dire que ça s'écoule petit à petit. Et là, c'est, enfin, pour l'avoir vécu, j'ai quand même, je sais peut-être mieux en parler aussi. Heu, Là, c'est, il faut aller tout de suite à l'hôpital, il y a un risque d'infection. Alors, Mmh. est-ce qu'il y a vraiment un risque d'infection? Oui, alors tu me parlais de cette étude qui a été faite en 96. On dit 96 en Belgique, on dit 96? 96, 96 comme en Suisse. peu Alors tu vois, je me importe. force je me force, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. Ils me disent: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte? 96, qu'est-ce que ça veut dire?» Bon, c'est une étude, qui est pas, toute récente, mais elle a quand même été faite sur 5 000 femmes. J'ai pas connaissance d'une autre qui est venue contredire celle-ci. Elle a été faite, donc sur ces 5 000 femmes et puis donc on s'est, penché sur la question: est-ce qu'il y a plus de risques d'avoir une, infection? Parce que c'est vraiment on va dire la menace qui pèse, hein, sur, vous, les mamans. Vous avez une rupture de la poche des os ou vous avez eu une rupture. Vous dire: «Alors, il faut absolument que le bébé naisse dans les 24 heures, sinon il y a un risque d'infection. On balance les antibiotiques et compagnie» ou je sais pas quoi. Mais du coup, cette étude, elle vient dire: «Bon, on a observé 5 000 femmes et au bout de 4 jours, en moyenne, on a regardé s'il y avait plus d'infections» et en fait, l'étude nous révèle qu'il y en a pas eu. Il n'y a pas eu plus d'infections, mais par contre, il y a une chose qui était clairement, dit dans les façons de procéder à cette étude, c'est qu'on n'a pas pratiqué le toucher vaginal et ça, c'est capital parce qu'évidemment que c'est toujours un peu tu vois, Nathalie, je pense que les gens maintenant ont compris en 2022, en tout cas ceux qui regardent, Kéros et puis, des émissions aussi comme on fait, c'est qu'une étude, c'est bien beau, mais il faut savoir comment elle a été, déroulée et qu'est-ce qu'on a envie de démontrer, puis qu'est-ce qu'on utilise et qu'est-ce qu'on met de côté. C'est clair que si on fait cette étude et qu'on pratique le toucher vaginal, on peut se dire au bout de 4 jours, c'est l'hécatombe. Il y a des infections de tous les côtés, donc la poche des os rupturée, donc de façon artificielle ou pas, on s'en fiche, peut créer des risques énormes d'infection. Parce qu'on va mettre de côté le fait que: «Oui, mais on a fait quoi pendant ces 4 jours?» «Ah bah, on a trifouillé dans le vagin des femmes pour voir où où le col en était». Et puis évidemment que si on se penche pas sur qu'est-ce qu'on fait pendant l'étude, on peut louper et passer complètement à côté de l'information capitale du processus. Et l'information capitale, c'est: mais qu'est-ce qui n'a pas été fait sur ces femmes pendant cette étude? Eh bien, c'est le toucher vaginal. Donc on n'a pas mis quoi que ce soit dans leur vagin et donc ça révèle qu'il y a eu aucune, on va dire, aucune tendance où on a vu une augmentation des infections. Et donc, on sait aujourd'hui que les infections, elles viennent mais c'est toujours pareil, du manque d'hygiène. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de pire que des mains dans un hôpital? Les maladies nosocomiales, c'est une plaie. Les staphylos et tout, mais c'est dingue et personne n'en parle, tant que ça finalement, hein. Malgré tous les désinfectants qu'ils utilisent, qui sont en fait Bah pas oui. si bons que ça. Non, puis à un moment donné, faut pas surestimer, la chimie. C'est hyper limité, puis il y a des résistances aussi, même aux antibiotiques. À force de filer ça à tire-larigot partout, maintenant quelqu'un qui chope un staphylocoque doré dans un hôpital et puis qui ça va se mettre sur une plaie un peu limite, il peut y laisser sa peau ou, limite, il va falloir peut-être lui couper, une jambe ou je sais pas et ça arrive régulièrement. Donc, le but, c'est pas non plus de paniquer les personnes qui vont à l'hôpital, mais encore une fois, l'hygiène, même les linges de bain, tout ça, c'est faut être vigilant parce que ça grouille et c'est un fait, c'est comme ça. Et c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. D'autant plus qu'il y a aussi une chose dont on pourra, peut-être à l'avenir parler, c'est toute l'importance de la faune bactériologique de la mère dans son environnement et c'est vrai que quand le bébé arrive à la maison, il arrive dans un environnement familier parce que sa mère, pendant la grossesse, lui a transmis
tout un tas d'informations à travers ces IgG, donc une sorte d'anticorps qui passe la barrière placentaire, contrairement à certains autres IgG. Et donc le bébé, il arrive, il a plein d'informations. Ça peut être les poils du chat, les poils du chien, plein de trucs qui font partie de cet environnement-là. Et donc on sait aujourd'hui, ça a été étudié, que les enfants qui naissent dans cet environnement-là, familier, ils ont beaucoup moins de maladies type asthme, allergiques et compagnie que les autres. Parce que le Mmh. bébé qui arrive dans une structure hospitalière, lui, il arrive dans un milieu totalement inconnu. Il connaît pas ce qui se passe. Son corps arrive comme un extraterrestre dans un endroit où il y a toute une série de particules étrangères. Et donc, voilà, la rupture de la poche des os, d'un côté, elle est pratiquée pour accélérer le travail et de l'autre, on dit aux mères: «Si vous avez fissuré la poche ou si vous n'en avez plus ou si vous avez perdu la poche des os, il faut absolument aller à l'hôpital parce que sinon il y a un gros risque d'infection». Ça a été donc complètement, débunké par cette étude à l'époque et donc à ma connaissance pas contredit depuis et voilà. Mais encore une fois, soyons très vigilants avec cette tendance terrible de vouloir absolument faire des touchés vaginaux à toutes les femmes pour voir où en est le travail. À un moment donné, une femme qui a des contractions, on voit bien qu'elle est en travail si on se concentre sur les sons qu'elle émet. Il me semble qu'on en a déjà parlé d'ailleurs. Les attitudes et la les sons, hein, ça c'est vraiment important, ce sens-là de l'ouïe, sont caractéristiques d'une femme qui est vraiment engagée dans son travail qu'une autre. Donc il y a pas besoin d'aller mettre ses doigts dans le vagin pour voir où elle en est. Ça, c'est vraiment, je crois, une névrose de praticien de Ouais. santé et qui a d'ailleurs, on va dire, déteint sur beaucoup de femmes parce que je vois même des femmes qui ont bien compris le processus de la physiologie et cetera, qui sont rassurées quand on leur dit: «Oui, bah, tu as 5, tu as 4 ou tu as 6 ou et cetera». Ça les rassure toujours de savoir où en est leur col comme si c'était un critère, on va dire, sérieux, un bon marqueur de là où en est le travail, alors qu'en fait, c'est totalement démonté et ça, je crois que ça va être une des plus grosses programmations qu'on a à défaire de nos inconscients, que le col n'a absolument aucune, progression linéaire et il y a des femmes qui tout d'un coup se retrouvent avec 2 contractions, le col qui est complètement ouvert et puis d'autres pendant 24 heures, elles ont des contractions à ne plus savoir comment les gérer, puis le col a pas bougé d'un iota. C'est ça, c'est qu'en fait toutes les femmes sont différentes et donc voilà, c'est toujours un peu le problème de tout vouloir standardiser. Alors, vous, on vous perce la poche, vous, ça fait combien de temps? Ah bon, bah, du coup, on déclenche et puis voilà, c'est reparti sur le toboggan. Oui, on rappelle aussi que la dilatation, la norme d'1 cm par heure, c'est absolument pas, une réalité parce qu'en fait, on va le dilater beaucoup plus, facilement déjà avec l'ocytocine naturelle, mais ça va aller beaucoup plus rapidement en fin de travail, hein. Les derniers centimètres peuvent aller très, très vite. Et donc maintenant, on a vu la prostaglandine, la poche des os, il reste l'ocytocine naturelle qui est quand même un gros morceau. L'ocytocine de synthèse à ce moment-là qui est utilisée pour le déclenchement, donc qui inhibe totalement l'ocytocine naturelle, va provoquer des contractions beaucoup plus fortes qui vont justement empêcher les temps de pause pour le bébé. Et donc, il y aura un problème d'oxygénation du bébé, donc potentiellement une détresse fœtale qui peut amener à une césarienne. On va obligatoirement mettre un monitoring aussi. Donc voilà, on entame quand même un gros sujet, c'est l'ocytocine. Donc ocytocine naturelle, ocytocine de synthèse. C'est une hormone hyper importante à respecter pour préserver le processus physiologique. Il y a également les endorphines. Euh, alors, il faut à tout prix éviter d'enclencher l'hormone qui s'appelle adrénaline. Euh, Au niveau de l'ocytocine naturelle, elle est aussi, bon, elle a un défaut, c'est qu'elle est très timide. Donc il faut vraiment pas la perturber, mais par contre elle a une grande qualité, c'est de sécuriser justement la délivrance du placenta. Donc elle intervient vraiment tout au long du processus physiologique de l'accouchement, mais déjà pendant la grossesse. Exactement. Hem, Ce qu'il faut savoir, c'est que la l'ocytocine, elle est, comme tu le dis, elle est timide
et c'est vraiment une hormone qui est capitale. Il y a pas que elle, mais on va dire c'est surtout elle qui est mise en avant Mmh. quand on s'intéresse là, mais elle, c'est une hormone qui est produite par notre cerveau, par l'hypophyse et on peut pas contrôler. On peut pas se dire: «Ah bah tiens, c'est comme ça, hein, les hormones, c'est terrible», mais on peut pas dire: «Ah allez, maintenant, il faut que je produise mon ocytocine». Ça marche pas comme ça. Donc on est obligé de lâcher et d'être dans, finalement, dans ce que le bipède être humain n'est pas, c'est le mammifère dans le temps présent comme les autres animaux. C'est ce qui nous différencie des animaux d'ailleurs, c'est que nous, on se dit: «Bah, tiens, à 9:30 on se voit, on travaille, on fait une séance, ensuite après on fait» voilà, ça c'est le néocortex et donc l'ocytocine, elle n'est pas produite dans ce genre de contexte. Elle est produite, quand on est dans quelque chose de très plaisant et cetera. Bon, on a déjà expliqué ça. Mmh. Mais l'adrénaline, elle a un rôle pendant l'accouchement, vers la fin de l'accouchement et elle permet, quand la mère est complètement imprégnée de son ocytocine, pendant le travail et qu'elle va loin, elle est complètement connectée à d'autres choses et puis elle est dans un état, complètement animal. C'est qu'à un moment donné, comme j'expliquais l'image avec, le bébé qui arrive, quand la femme de Cro-Magnon est dans la jungle, en disant qu'en 2022, on est encore dans la jungle, physiologiquement, en fait. C'est-à-dire que notre cerveau, lui, il sait pas, qu'on est en 2022, il sait pas qu'on a des smartphones et qu'il y a internet. Lui, il s'en fout à la limite, j'ai envie de dire. Notre cerveau qui gère le processus de l'accouchement, comme celui qui gère le fait de vomir, comme celui qui gère le fait de digérer et cetera, lui, il est toujours à l'époque, de Cro-Magnon et donc quand, à un moment donné, dans l'accouchement, la femme, elle est au début de son travail. Pourquoi on a besoin et que c'est capital que l'ocytocine soit timide? C'est que si, quand elle cherche son endroit et puis qu'elle s'isole du monde, pour faire son petit nid, pour mettre bas, en fait, un peu comme une chatte, Mmh. si à ce moment-là, elle est dérangée parce qu'elle sent qu'il y a un danger ou qu'il y a peut-être, un prédateur qui arrive, eh bien, heureusement que l'ocytocine fiche le camp et ça stoppe tout. Donc aujourd'hui, on le voit comme un problème, alors qu'en réalité, c'est grâce à ça qu'on est toujours sur terre, nous, l'espèce humaine. C'est instinctif. Oui, et en même temps, une fois que c'est bien enclenché, qu'elle a trouvé son nid, que tout va bien, qu'il y a personne, bon, bah, c'est très bien. Le bébé, une fois que le col est ouvert, il commence à descendre et puis une fois qu'il est bien engagé, alors là, il y a l'adrénaline qui arrive et heureusement que l'adrénaline arrive à ce moment-là, quand le bébé est sur le point de sortir, parce que la mère, à ce moment-là, elle est plus en train de planer et puis d'être sous endorphine, à fond la caisse. Elle a le retour de l'adrénaline qui lui ramène un état de vigilance et qui permet d'être capable, non seulement de s'occuper du bébé dès qu'il va sortir, mais s'il y a un prédateur qui arrive, le bébé maintenant il va sortir. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas courir avec un bébé entre les jambes, qui est en train de naître, tu vois? Donc là aussi, la nature est hyper bien faite parce que tout ça, c'est un morceau, c'est une symphonie. Le chef d'orchestre évidemment, c'est le cerveau, reptilien ou limbique ou peu importe. Mais finalement, on a tout en nous, on a un kit qui est là et tout on va dire aujourd'hui, tout le travail que la femme elle a à faire, c'est de pas déranger ça. C'est de laisser faire ça. Alors c'est sûr qu'on se dit: «Waouh, ça va à l'encontre de tout ce que j'ai appris en fait». Parce que moi, on m'apprend de faire, il faut, respirer, faire le petit chien, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors qu'en fait, les hormones, elles sont là, elles sont mises en place et elles savent quand elles doivent intervenir. Pareil, si on disait à la femme: «Bon, c'est à vous de savoir quand vous devez appuyer sur le bouton de l'adrénaline», ça serait foutu parce qu'à un moment donné, on peut pas et on voit à quel point on n'est rien face à tout ça. On n'est rien. Mais là où ça devient problématique, c'est que, eh bien, encore une fois, les protocoles, eux, ils ne se préoccupent pas du kit de départ des hormones. Ils se préoccupent pas de ça. Ils viennent, c'est comme un tank qui arrive, alors qu'on est en train de faire, de la peinture sur porcelaine et puis on arrive avec des tanks et puis hop, on fout tout par terre et puis on dit: «Mais c'est au nom de la sécurité, il faut que ça aille vite». Oui, peut-être s'il y a une procidence d'un cordon, mais bon, il faudrait peut-être voir la procidence du cordon, qui l'a déclenché, d'où vient le problème. Alors ça après c'est un autre débat, mais effectivement, je prends un exemple tout bête.
des femmes qui ont ce qu'on appelle un placenta prévia. C'est Mmh. quand le Ça placenta se met entre, on va dire vers le col de l'utérus pendant la grossesse. Ça, c'est un cas parfait qui illustre à quel point on a besoin des chirurgiens et à quel point dans ce cas-là, le monde médical a sauvé des vies. Clairement, un bébé, qui n'a aucune chance, d'arriver, sain et sauf si sa mère et le placenta, sont dans une disposition de placenta prévia. Parce que, il faut que le bébé sorte avant le placenta. Si c'est l'inverse, ça va pas. Donc là, c'est parfait. Mais disons que c'est quand même des cas très rares. Il y a d'autres pathologies qui sont rares, mais sinon, voilà, c'est ça un peu le problème. Puis alors l'ocytocine de synthèse, ça c'est une catastrophe. Heu, je rappelle qu'il y a peut-être pas beaucoup de gens qui le savent, l'ocytocine de synthèse, elle ne passe pas la barrière, en fait, elle passe pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, si tu veux, une fois que tu reçois ça, ça agit que sur l'utérus, hein. L'ocytocine de synthèse, elle est un peu comme un moteur artificiel qui va faire que l'utérus contracte et puis c'est c'est ça un qui moteur en surchauffe, quoi. oui, ça agit sur le moteur. Alors qu'en fait, ce qu'on cherche aussi avec l'ocytocine pendant un accouchement, dans la nature, c'est de commencer à bombarder le bébé qui lui aussi va en recevoir, la mère, ça prépare l'attachement, ça prépare le tout la mise en scène avec la prolactine, de l'allaitement et cetera et ça prévient aussi, tout un tas de, hem, comment on peut dire ça? De problématiques, au niveau de l'épigénétique, sur les récepteurs. Moi, je ne vais pas partir trop loin là-dedans, mais d'ocytocine, disons que là, une femme qui accouche avec son ocytocine produite par elle-même, elle est baignée dedans de la tête aux pieds. Une qui est induite avec de l'ocytocine de synthèse, elle ne bénéficie que de l'aspect moteur et pas psycho-émotionnel. Voilà. Oui, donc ça a une incidence sur le lien, de la maman avec le bébé? Oui, ça peut. Ça peut créer des générations d'enfants dépressifs aussi, ça j'en ai parlé, j'en parle dans le livre, où on ne sait pas pourquoi les enfants n'arrivent pas à se mettre en joie, et cetera. Alors la bonne nouvelle avec l'épigénétique, c'est que ça a balayé complètement l'hypothèse, émise par, tout ce qui était lié à l'hérédité, l'hypothèse que tout est scellé dans le béton avec notre génome et puis qu'on peut plus rien y faire et que c'est foutu, qu'il faut s'enlever les 2 seins parce que maman et mamie ont eu des cancers des seins. Bon voilà, Mmh. ça c'est c'est fini, ça c'est complètement poussiéreux et donc l'épigénétique, elle nous dit: «Bon, quelque chose peut créer un problème, l'environnement, hein, mais on peut aussi faire marche arrière et donc certaines personnes se sont penchées sur le phénomène du manque de cytocine naturelle pendant, l'accouchement. Donc par exemple, vous avez eu un accouchement induit, bébé est sorti avec aussi, toute, sa charge chimique de cytocine, synthétique. Vous en avez reçu aussi, on pourrait éventuellement parler si ça t'intéresse, de l'ocytocine de synthèse pour prévenir l'hémorragie de la délivrance. Oui, Donc tout à quand le fait. le J'allais y bébé est à venir. l'épaule, qu'il ne met pas sur terre, on rebalance une charge massive de cytocine et donc forcément que la colle à ce moment-là, quand le bébé sort, elle est pas naturelle, donc forcément moins efficace. Mais on peut, d'une certaine façon, revenir en arrière, réparer les dégâts avec 8 câlins par jour. On en a parlé dans l'émission Faux départ avec Malika Bonapace qui, nous dit que le pot à pot est très important, les câlins, donc tout l'opposé des gestes barrières bien évidemment, hein et ça recrée, ça ressoude, ça même on va dire le contact, de la joue du bébé contre le sein de sa mère, c'est même pas le fait de téter en tant que tel, hein, c'est vraiment la peau, peau à peau et donc c'est aussi pour ça que, dans l'allaitement, moi je ne suis pas du tout fan de ces positions d'allaitement qu'on nous dit, standardisées, où il faut mettre le bébé, la position du rugby ou la position du machin et cetera, où finalement le bébé, il a juste sa bouche qui touche le mamelon de sa mère, au lieu d'être complètement affalé sur elle et puis d'avoir, toute la peau comme ça, qui est quelque chose que, Suzanne Colson d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Suzanne Colson qui a mis en avant ce qu'elle appelle le biological nurturing.
cette façon instinctive d'allaiter où là, effectivement, elle dit de façon très charmante: «Le bébé, on le met à la bonne adresse». Il a tout pratiquement la joue, le visage qui est collé à sa mère parce que c'est ça l'instinct, c'est comme ça que ce tandem va faire et donc on peut, oui, on peut c'est la bonne nouvelle quand même, on peut réparer des dégâts d'ocytocine, trafiquée, mais pour ça, il faut être déjà conscient qu'il peut y avoir des dégâts. Ouais, c'est clair. Et alors, au niveau du produit même de l'ocytocine de synthèse, je crois qu'on en avait vaguement parlé la dernière fois, mais il y a eu un produit qui s'appelle le Cytotec, Mmh. enfin, qui a été utilisé hors Mmh. AMM et qui a été retiré. Je pense que c'est celui qui a été retiré, mais tardivement, malgré les effets secondaires. Euh, et aujourd'hui, le Cytotec est issu de la firme Pfizer. C'est une pure coïncidence, évidemment. Oui. C'est parce qu'ils sont Donc, gentils, sinon ils sont sympas. Il oui, faut oui, oui, tout à fait. Et donc, malgré les mises en garde de l'ANCM, c'est ça? Ils ont continué à l'utiliser, malgré tout. c'est, l'ANSM. À Heu, l'ANSM, oui, c'est ça. oui. En fait, pendant plus de 30 ans, ça a été, utilisé hors AMM en France parce que cette molécule qui est une prostaglandine, si tu veux, le Cytotec, c'est une molécule qui s'appelle le misoprostol qui, fait partie d'une, catégorie de prostaglandines parce il y en a pas qu'une et en fait, cette molécule, au départ, le Cytotec a été créé pour traiter les ulcères, notamment de l'estomac, enfin, tout ce genre de problèmes gastriques et en fait, ça a été utilisé dans le milieu obstétrical, donc sans autorisation de mise sur le marché. Pour ça, ce qui est, entre parenthèses, assez courant finalement, hein, quand on regarde, Oui. c'est assez courant c'est fou, on fait des AMM, des autorisations de mise sur le marché, pour, on va dire pour traiter A et puis finalement on se retrouve à traiter B. C'est un secret de polichinelle et ça passe, pas de problème, Le bon. problème, c'est quand les gens ne sont pas au courant que c'est hors AMM, en C'est AMM. ça, c'est Ouais. ça. C'est que de nouveau, on a, une grande différence entre la théorie et la pratique et puis donc cette molécule, elle a été retirée du marché français en 2018. On retrouve dans plein de maternités et de structures hospitalières des protocoles qui utilisent encore le Cytotec. Maintenant, c'est un secret de polichinelle, vraiment et effectivement, c'est, potentiellement mortel. Ça peut créer une série de problématiques, mais c'est hallucinant, des ruptures utérines, des enfin, c'est le massacre total, c'est d'une violence inouïe parce qu'en fait, ça crée des contractions, monumentales. Donc en fait, on utilise, et encore maintenant, cette molécule pour le traitement de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, médicamenteuse, donc en plus, souvent, on laisse les femmes prendre ça chez elles. Il y a des femmes qui prennent ça au marché noir avec leur gynéco qui leur file ça sous le manteau. Enfin non, mais c'est un marché dingue. Des cas d'hémorragie, des femmes, qui frôlent la mort, enfin c'est une et le problème, c'est que dans ces 2 mondes-là, il y a beaucoup de honte, hein. Les femmes, moi j'en connais, hein, qui ont pris ça, qui avaient honte déjà d'être tombées enceintes à presque 50 ans, qui, ou avant ou très jeunes, enfin ou bref, peu importe, ou des histoires, enfin bref, chaque famille a aussi ses casseroles et puis ses problématiques. Des femmes qui ont honte, qui osent rien dire, elles prennent ça, comme ça sans savoir et puis il y a une omerta totale. C'est hyper dangereux, ça a vraiment créé, alors du coup, ils ont remplacé ça, officiellement par d'autres qui ne sont pas forcément mieux, mais comme on met des plombs à faire des études et puis que même quand les études sont là, de toute façon, je crois qu'il y a pas grand monde qui les lit ou alors elles sont biaisées ou alors enfin, quand on voit qu'il a fallu il a fallu 31 ans, 31 ans, déjà pour retirer, du marché celui-ci en France, mais à peine il était retiré et il y a d'autres choses qui ont pris le relais et puis c'est pas forcément mieux, hein. Faut être très prudent. Il y a toujours des risques, une molécule, ça reste une molécule et puis il y a toujours des risques. Ouais, c'est clair. Comme tout médicament, ça, tous les médecins, enfin, il y a plein de médecins qui l'ont dit, hein. Et une fois que cette ocytocine de synthèse est injectée, en fait, elle inhibe complètement l'ocytocine naturelle. C'est ça le problème.
C'est qu'on ne sait une fois que c'est injecté, on ne sait pas revenir au processus physiologique. Mmh mh. Mmh. Heu, alors elle a une durée d'action qui est limitée dans le temps, l'ocytocine de synthèse. C'est-à-dire qu'en gros, on peut imaginer que quand on arrête d'injecter ça, dans la femme, qui est en train d'accoucher, grosso modo 40 minutes après, il y a ça fait plus d'action. Mais, le problème, c'est que si la femme est complètement bypassée dans sa production personnelle de cytocine, ça va pas arranger les choses. C'est qu'à un moment donné, la seule chose qui fait qu'on arrête dans une structure de donner ça, c'est qu'on voit parce que c'est une évidence, même les professionnels le disent, je crois qu'ils ne s'en rendent même pas compte à la fin, c'est que ça crée des détresses fœtales et donc à un moment donné, ils sont bien obligés d'arrêter dans certains cas parce qu'ils voient bien que le bébé, il n'arrive plus à suivre. C'est vraiment une contraction qui n'est pas naturelle, donc elle est forte, elle est elle est artificiellement violente et chaque réaction des femmes, c'est un peu la surprise. Donc encore une fois, on n'est pas des machines. Donc on peut avoir une copine qui a super bien, géré, et son bébé aussi le déclenchement à l'ocytocine de synthèse parce qu'elle a une constitution XY, parce qu'elle était arrivée à déjà à une certaine, dilatation, que Mmh. pour XY raison, ils ont voulu, booster parce que ça arrangeait peut-être tout le monde, sur le plateau d'aller, parce que la piste d'atterrissage 4 était libre ou je sais pas quoi et donc il y a des femmes qui disent: «Bon, bah, finalement elle est pas morte, enfin ça va, hein, comme, bon». Il y a beaucoup de il y a finalement, il y a beaucoup de gens qui frôlent des catastrophes, ils s'en rendent même pas compte et donc le problème, c'est qu'une fois qu'on rentre et qu'on met le pied là-dedans, je vois pas trop comment on peut en sortir si ce n'est, ben, bébé fatigue, on arrête de vous envoyer ça, mais ça part en césarienne. Je tu vois? C'est qu'à un moment donné, ça devient le cercle vicieux et y compris pour la délivrance parce que, ce qu'on oublie quand on prépare son accouchement, c'est que l'accouchement, il se termine quand le placenta, il arrive aussi. C'est pas juste le bébé, parce que souvent les gens, ils se disent: «Ah, le bébé est là, c'est bon, c'est fini». Non, l'accouchement, il se termine quand le placenta, il naît. Il y a le bébé qui doit naître et le placenta et donc pour que le placenta naisse, ce qui lui est, on va dire, la phase la plus critique de l'accouchement d'un point de vue vital, parce que c'est là où la femme elle doit absolument avoir un retour de l'ocytocine pour que ça recontracte. Parce que souvent les femmes, ça les emmerde, tu vois Nathalie? Je ne sais pas toi comment tu as vécu ça dans tes 2 accouchements, mais tu as plus envie de ressentir encore des contractions et ça revient parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, l'utérus se recontracte de façon forte pour sortir le placenta et puis, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a tous des vaisseaux qui se sont créés, donc c'est là où il y a un risque que si le placenta, l'utérus, il se contracte pas bien, ce qu'on appelle une atonie utérine, hein. Certaines femmes voient ça dans leur rapport, elles se disent: «Mais ça veut dire quoi atonie utérine?» Bah, c'est juste que l'utérus, il est tout flasque, il n'arrive plus à rien faire. Ça, c'est induit par l'ocytocine de synthèse. Donc si on est déclenché, boosté à l'ocytocine de synthèse pendant son travail, c'est quasiment vital pour la femme qu'on lui injecte encore ça parce qu'elle ne va pas en reproduire et là, elle est très à risque de faire une hémorragie. Donc on voit à quel point on la rend dépendante de cette molécule et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, heureusement qu'il faut encore, y aller pour injecter ça parce que si on le fait pas, là, on peut vraiment faire des dégâts, Ouais, c'est et clair. tuer les femmes comme ça et c'est très dangereux, très, très dangereux. Alors oui, on a parlé de détresse fœtale, à partir du moment où on injecte l'ocytocine de synthèse, puisque on rappelle que ce sont des contractions beaucoup plus violentes et beaucoup plus rapprochées, donc qui empêchent un temps de pause pour le bébé, pour s'oxygéner. Mais quand on préserve le processus physiologique, il y a une autre hormone qui rentre en jeu. Enfin, ce sont les endorphines, qui Mmh. sont des analgésiques très, très puissants, en fait. Ça, on Mmh. oublie de le dire parce que à partir du moment où on injecte l'ocytocine de synthèse, beh, souvent, on demande la péridurale, on craque parce que c'est extrêmement douloureux. Hem, mais quand on est dans le processus physiologique, là, on a les endorphines qui arrivent à un certain moment et qui changent tout. Mmh. Enfin, qui changent tout, qui aident énormément. Oui, mais c'est une péridurale naturelle, mais pour ça, Ouais. il faut la laisser agir et c'est clair qu'une femme qui a justement un déclenchement
avec une ocytocine qui est synthétique, elle ne va pas avoir des endorphines. Donc elle va avoir des contractions beaucoup plus fortes et elle n'aura pas sa péridurale naturelle. Donc c'est souvent ça va de pair, hein, la le déclenchement à l'ocytocine synthétique et la péridurale, ce qui est, quasiment tout le temps comme ça. Effectivement, les endorphines, elles sont magiques parce qu'elles nous shootent complètement et puis ceux qui font du sport régulièrement, ils Mmh. savent ce que c'est que cette sensation de planer, en fait, hein. Donc, le bébé aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il bénéficie des endorphines de sa mère. Parce que souvent, on parle des sensations de la mère et puis le bébé, bah, lui, comme on le voit pas, le pauvre, c'est un petit peu le dernier maillon, hein, des préoccupations de Mmh. tout le monde. Alors qu'en fait, c'est lui, il fait le même job, en fait. C'est-à-dire que la mère, elle fait une partie du job et le bébé, il fait une partie du job. Donc, pour qu'une naissance, elle soit sécuritaire, il faut que, on pense à ces 2 pôles-là. C'est pas que la mère ou c'est pas que le bébé et aussi quand le bébé sort, ce que j'aime bien rappeler, c'est que c'est le bébé et sa mère qui font naître le placenta. Parce Ouais. que c'est justement, qu'avec cette, décharge massive et unique dans la vie de la femme, parce qu'il y a aucun autre moment à part ce moment-là où elle a autant d'ocytocine et elle en produit autant, et d'ailleurs on voit, hein, on l'a déjà dit que c'est justement pour la survie de l'espèce, pour prévenir cette hémorragie du postpartum ou de la délivrance. Donc cette, décharge massive de cytocine, le bébé, aide sa mère justement avec ce pot à pot à booster cette ocytocine et donc retour des contractions, placenta qui, se décroche, qui descend, qui sort et donc on a, ce binôme qui fait naître le placenta et je trouve ça chouette de le rappeler en fait, parce que c'était vraiment un travail, un duo. Il y a une grande sagesse, on va dire, cellulaire pour les approches plus scientifiques, voire mystiques pour les approches un peu plus, spirituelles, mais il y a une connaissance innée à ce moment-là qui fait que, voilà, il y a rien besoin de il faut juste préserver une fois de plus, comme le dit tellement bien Michel Audin, ce processus-là qui est complètement involontaire. Donc oui, les endorphines permettent aussi, au bébé de vivre ce moment-là, de la descente, parce que lui, il a aussi tout un ballet à faire, une chorégraphie pour descendre à travers le bassin de sa maman. Si la mère est mobile, bénéficie de la gravité, est dans ces endorphines qui sont sécrétées pendant les pauses des contractions, hein, il a plus de chances, d'arriver en bonne forme que si il est, comme tu l'as justement, rappelé dans une capsule précédente, complètement, inversé dans la gravité parce que sa mère est flanquée sur le dos, Mmh. compression de la veine cave, donc pas une bonne oxygénation ou alors, lui, il a une maman qui est sous ocytocine synthétique, péridurale sur le dos. Le bébé, lui, il a ni la péridurale, ni les endorphines, mais par contre, il se prend des murs qui sont donc les parois de l'utérus avec, si en plus il y a plus la poche des os, dans la tronche, des pauses qui peuvent être quasiment inexistantes parce que, comme je le disais tout à l'heure, chaque femme réagit différemment à l'hormone synthétique et donc il y a des femmes qui n'ont quasiment plus de pause. C'est comme si tu as une contraction, non-stop. Le bébé, lui, il part en détresse et puis c'est terrible, hein. C'est vraiment c'est fou, c'est 2 mondes complètement opposés, hein. Complètement différent et d'où l'importance aussi de laisser le bébé une fois qu'il est sorti, qu'il est né, de le laisser au contact, de la peau de sa maman et de ne pas l'emporter pour faire Dieu sait quoi. Alors parfois le problème c'est que quand on accouche, avec l'ocytocine de synthèse, en tout cas que ça a été provoqué, beh, souvent ça finit en détresse fœtale et ils sont dans l'urgence d'emmener le bébé pour essayer qu'il aille mieux, en fait. Et Bah donc oui. ça implique, beh, forcément, oui, c'est vraiment ça explique vraiment bien l'effet toboggan. Tout est Mmh. tellement relié. On parle déjà regarde, on est en plein dans le travail, on parle déjà du placenta. L'ocytocine va agir déjà pendant que la maman est enceinte parce qu'on rappelle l'importance de l'environnement. Une femme enceinte qui est stressée parce qu'on lui dit que exemple, qu'une échographie, surtout en fin de grossesse, on l'a rappelé: «Ah là, il y a quelque chose qui paraît un peu louche», beh, c'est du stress, donc tout ça, ça amenuise la production d'ocytocine aussi. Donc c'est une hormone à préserver du début à la fin, tant pour la maman que pour le bébé. Oui, En fait, c'est ça heu, et le oui. problème du déclenchement aussi, c'est qu'on est
on utilise d'office un monitoring. Alors quand on accouche de manière physiologique, même en hôpital, on ne met pas spécialement un monitoring, mais quand on accouche avec l'ocytocine de synthèse, là on met d'office un monitoring. Mais un monitoring, c'est quoi? C'est de nouveau une machine. On l'a déjà dit, ça permet aux sages-femmes de surveiller plusieurs patientes à la fois. Et puis le monitoring n'est pas toujours fiable. Bah, en fait, il ne l'est pas, dans la mesure où ce qu'il faut savoir sur l'histoire de cette machine, c'est qu'elle a été introduite dans le milieu obstétrical en 1969 et à cette époque-là, il n'y avait absolument pas besoin, alors ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça, de prouver que la machine est efficace pour, la mettre sur le marché dans un protocole. Et donc, 7 ans plus tard, en 76 ou en 76, la FDA, la Food and Drug Administration, a, pris un amendement, heu, du Congrès qui disait: «Non, non, mais maintenant pour toute nouvelle machine sur le marché, dans le monde médical, il faut prouver qu'elle est efficace». Bon, alors le bon sens voudrait qu'on se penche sur cette, sur ce monitoring à ce moment-là, en 76, puis qu'on dise: «Bon, ben, allons voir, de plus près, ce quels sont les bénéfices». Parce qu'on nous a vendu en 69 le fait qu'il fallait absolument monitorer de façon, fixe toutes les femmes, parce qu'on prétendait que ça, pouvait sauver des cas de paralysie cérébrale. Alors il fallait monitorer tout le monde. On n'a rien prouvé du tout. On a flanqué cette machine sur le marché et donc 7 ans plus tard, il y a une nouvelle législation, mais pas rétroactive. Alors ça, c'est quand même génial parce que du coup, le monitoring qui avait été installé avant, cette nouvelle loi de 76, bah, lui, il a échappé à tout contrôle et donc en fait, il n'a jamais fait ses preuves en 30 ans, parce que, du coup, ils ont quand même, suivi, hein. En 30 ans d'utilisation du monitoring comme étant une base protocolaire, ils ont enregistré aucune baisse de paralysie cérébrale grâce à cette machine, ni aucune baisse d'intervention en soins, intensifs néonatales et tout le tralala. Donc on sait que, en fait, heu, ça n'a rien fait. Il y a même le Lancet qui avait publié une étude, alors moi j'avais noté, c'était en 1987. Ils ont comparé 2 types de monitorage. Un, c'est, donc celui dont on parle, en continu, hein, donc la nana, elle est, avec des bandes velcro pendant tout l'accouchement, puis ça, hein. Et puis l'autre, ça s'appelle l'auscultation intermittente. C'est, à peu près, ça peut être toutes les 15 minutes, on vient avec un petit Doppler, on écoute, tout va bien, très bien, au revoir. Et puis c'est des petites machines portables, il y a pas besoin de mettre des bandes velcro et tout le tralala. La maman, elle peut être debout à 4 pattes, enfin peu importe. Et en fait, on s'est rendu compte que, en 8 ans, donc pendant cette étude-là, les taux de césarienne ont triplé, hein, quand on a eu des monitorings continus. Pourquoi? Parce que ça crée des alertes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a tout un univers médico-légal qui est là. On dit que, en gros, un obstétricien, il a un procès tous les 3 ans à gérer. Ça coûte une fortune et les professionnels n'ont pas envie de se faire emmerder et donc aux États-Unis et maintenant ça devient partout, c'est-à-dire qu'en cas de litige, le monitoring devient la preuve numéro un. C'est-à-dire qu'on demande: «Bon alors, qu'est-ce qu'il y avait sur le monitoring?» Pour prouver que le bébé est en détresse. «Ah oui, mais on a tout fait pour le sauver». Parce qu'en fait, un professionnel qui a massacré un bébé, je ne dis pas volontaire bien évidemment, mais qui a tout fait plein de qui quand il y a eu beaucoup de gestes médicaux, on va jamais se dire: «Est-ce que les gestes médicaux ont pu créer des problèmes?» parce qu'il y a toujours cette prémisse qui veut que si on fait trop, au moins on a tout fait, hein? Et donc le problème d'une machine comme ça, c'est qu'il faut voir l'interprétation des tracés. Et donc il y a eu plein de cas où, des sages-femmes ou des gynécos ont vu des tracés, commencer ou par exemple un rythme cardiaque un petit peu se calmer. Est-ce que le bébé dormait? Est-ce qu'il suçait son pouce? Est-ce qu'il était en détresse? Est-ce que? À un moment donné, je peux aussi comprendre que dans le doute, on préfère sortir un bébé par césarienne que de le laisser là. Mais après évidemment, ça dépend aussi
du type de contraction. Est-ce que la mère était sur le dos? Comme on l'a déjà vu maintenant, on commence à avoir un œil peut-être différent, hein. Et il y a des bébés qui naissent en dormant aussi, il faut le rappeler. Donc le rythme cardiaque d'un bébé est pas pareil s'il est en pic de stress parce qu'il est complètement ballotté à gauche, à droite, il est en manque d'oxygénation, il n'a pas justement ces bonnes réserves, d'oxygène, ou s'il a une naissance plus sereine. Donc cette machine-là n'a fait aucune preuve, le monitoring. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça cloue les femmes au lit parce que forcément la machine, elle a des fils. Et puis ceux qui vendent: «Ah non, mais moi j'avais un gynécologue qui m'avait dit: "Ah non, mais vous savez madame Cruzy, maintenant on a des monitorings sans fil"». Bon, je me suis un petit peu renseignée là-dessus. Il se trouve qu'il y a plein de femmes, alors déjà ça marche avec les ondes Wi-Fi, bon OK, très bien. Heu, souvent il y a plus de piles. Les femmes, elles arrivent, on leur flanque la machine, on leur dit: «Allez déambuler dans le couloir», et puis au bout de 5 minutes: «Bah, désolé madame, il faut retourner à la machine parce que ma collègue a oublié de brancher la batterie». Enfin, à un moment donné, c'est la théorie et la pratique. Il y a toujours un monde entre ce qu'on nous vend et ce qui est la réalité sur le terrain. Parce que tu imagines bien, Nathalie, que ces pauvres sages-femmes qui font que de courir maintenant partout, qui ont, ça n'arrête pas dans les maternités et comme je le dis, c'est devenu, le terminal de Charles de Gaulle, et puis on leur dit: «Il faut encore penser à brancher la machine pour, l'hurluberlu qui voudra faire un monitoring sans fil». Non, c'est fini ça. Ça, c'est en théorie. Donc j'en Et rigole tu parce que parles en effet de c'est l'appareil terrible. du monitoring comme autour de la ventre du maman, mais il y a aussi quelque chose qu'on peut mettre pendant l'accouchement ou en fin d'accouchement, ça dépend de la détresse du bébé, mais qu'on met carrément sur la tête du bébé quand il est encore à l'intérieur du ventre de la maman. Oui. Oui, oui, une petite sonde, sur le crâne, effectivement, c'est beaucoup plus fiable, que le monitoring, mais là aussi, ça peut créer un petit hématome. Moi, ça a été le cas de ma première fille en 2013, et puis, après, il faut que l'hématome se résorbe. Ça reste quand même, quelque chose qu'on fait sur le crâne du bébé. Il est encore dans le ventre de sa mère, Mmh. enfin, dans le canal de naissance. Enfin bref, moi, je trouve ça très invasif. Alors évidemment, une fois on a fait tous ces problèmes et qu'on les a créés, il va falloir les résoudre. Donc ma foi, on ne peut pas dire: «Ah ben non, vous commencez pas à faire ça», parce que là, on est lancé et on est en pleine glissade sur le toboggan. Donc maintenant, bah, allez-y, j'ai envie de dire à ce moment-là, perdu pour perdu, il faut à un moment donné être, hyper vigilant parce qu'on sait qu'on a commencé à mettre le pied dans la porte et puis qu'on va pas en sortir avec des pâquerettes, au coin de la bouche, quoi. Il faut à un moment donné, malheureusement, finir, souvent avec des machines et cetera quand on est rentré dans cette, cascade d'intervention. Ah oui, parce qu'en fait, on remarque, ce qui pose problème, c'est qu'une fois qu'on a cette ocytocine de synthèse, le monitoring et cetera, beh, en fait, on sait moins se mouvoir. La péridurale, on ne sait plus se mouvoir, donc tout part déjà de la position sur le dos. Et comme dit très bien Julie Bonaparte, il faut enlever les lits dans les, dans les chambres. Ah oui, c'est clair. Tout ce processus amène d'office à la péridurale qui permet à la maman de ne pas souffrir, mais comme on l'a déjà dit, fait souffrir le bébé. Parce que lui, il n'a pas la péridurale, donc lui, il ressent toutes les contractions, il n'a pas ces temps de pause pour s'oxygéner. Donc on en arrive, chaque fois, on voit qu'on prend pas très bien, enfin, que le bébé ne sort pas indemne, en tout cas d'un accouchement qui est déclenché, et qu'il faudrait peut-être un peu plus se pencher sur les conditions du bébé dans ce type d'accouchement. Mmh. Oui, après chaque, cas est tellement, différent. Je pense que chaque, femme devrait vraiment, décortiquer ce Mhm. qu'elle a vécu et avoir une clé de lecture, bien éclairée là-dessus. Parce que encore une fois, chaque histoire est tellement différente et puis bon, il y a aussi l'aspect psychologique qui joue énormément, hein. C'est là, on peut plus tricher le jour de l'accouchement, on peut pas faire semblant. Donc certaines femmes ont des processus de guérison qui sont compliqués, hein. Il y a des histoires, très complexes que certaines femmes ont pu vivre, ça peut être des violences, sexuelles quand elles étaient jeunes et cetera. Pour une raison ou une autre, le cerveau, lui, il se fait les fonds de tiroir. Le jour de l'accouchement, moi, comme je dis, c'est là où il y a l'instant de vérité, on triche plus et donc il y a des accouchements qui peuvent être, très complexes, très difficiles à gérer pour certaines femmes, d'un point de vue psychologique.
Ça peut partir donc dans ces cas-là en souffrance, on n'est plus dans la douleur, on est vraiment dans des circonstances où certaines femmes sont coincées, dans une situation où elles n'arrivent plus à gérer, c'est trop. Il y a même, alors heureusement c'est rarissime, mais il y a même des psychoses, hein, qui peuvent se déclencher le jour de l'accouchement. On sait que ce sont des moments charnières, de certaines phases psychotiques, de personnes en fait qui ont ça de façon latente et ça peut sortir, notamment pendant l'accouchement. Donc c'est pas rien, c'est un moment très important l'accouchement dans la vie d'une femme et donc encore une fois, se préparer, essayer d'aller, faire le tour de nos tiroirs le plus possible, hein, même s'il y en a qui restent des fois, bien cachés. Mais tout ça fait qu'on n'est plus dans l'acte, dénaturé de sens, bon, parce qu'il y a des femmes aussi qui disent: «Bon, bah, moi, je veux pas souffrir, je veux rien savoir, ça va être», j'en ai encore rencontré une hier, péridurale, c'est son premier bébé, c'était la condition sine qua non pour que j'ai un enfant. Et là, on sent qu'il y a effectivement une grande peur, et c'est dommage parce que dans le milieu de suivi de grossesse, classique, médical, il y a absolument mais aucune discussion sur ce genre de choses-là. On ne parle pas de ça. Donc on peut dire: «Oui, bien sûr madame, on vous déclenchera à 39 semaines» et puis alors là, voilà, on rentre dans tout ce qui va impacter le bébé parce qu'on parle aussi des sensations, mais on l'a déjà dit, tout l'aspect psychologique du bébé qui lui n'aura pas choisi le moment de naître, qui va se retrouver flanqué à la porte avec un coup de pied aux fesses et puis, il arrive, comme un atterrissage d'urgence, si tout le monde s'imagine dans un avion maintenant, on préfère atterrir cool, on met la ceinture, le commandant dit: «Bah, voilà, on est en train d'arriver», on sent les roues qui sortent, puis on se pose cool. Mais quand on fait un piqué, puis on est en vitesse de croisière, ça fait je sais pas combien d'heures qu'on vole tranquille, puis tout d'un coup l'avion il pique du nez, limite il atterrit sans sortir les roues, enfin ça flanque la trouille quand même. Le bébé, il ressent tout ça. Mmh. Et puis le problème, c'est que, bah, à 5-6 ans, et puis sa vie d'adulte, il s'en souviendra pas. Donc lui aussi, ça va lui charger ses tiroirs. C'est pour ça que j'ai envie de dire, penchons-nous peut-être sur la naissance qu'on a eue nous, avant de préparer peut-être, l'accouchement du bébé qu'on a dans le ventre. Et y compris pour les pères, hein, j'ai envie de dire Oui, aussi. oui, c'est clair, c'est clair. Heu, Juste une dernière chose, pour cette capsule-ci, on rappelle aussi qu'il y a un réflexe naturel d'éjection, la poussée naturelle en fait, qui se fait tout seul, le corps fait ça tout seul. Évidemment, on l'oublie, si on a eu affaire à l'ocytocine de synthèse également. Mmh. Oui. Mmh. Et oui, tout ça disparaît. Donc ça Heu abîme plus le périnée aussi. Oui, oui, en fait, Ouais, c'est lié. tout est Heu, lié. J'invite vraiment les gens à télécharger, ils peuvent avoir l'illustration qu'on avait faite sur Oui, mais l'effet on va la toboggan passer parce que tu et expliques bien, oui. oui, on voit là-dessus, en fait, ça les gens, ils comprennent l'image assez vite. Hem, c'est vrai que la poussée réflexe est miraculeuse, mais pour ça, il faut être dans les conditions où la tête du bébé, est positionnée, d'une certaine façon, où la femme n'est pas sous péridurale, et puis surtout pas, dans une poussée dirigée parce que c'est pas Ouais. compatible. C'est ou réflexe ou dirigé, hein, mais une fois qu'on commence à dire à la femme ce qu'elle doit faire, le réflexe, ne sera pas là. Mmh. OK, bah, écoute, merci Emma. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Je pense que la prochaine fois, on va parler plus épisiotomie et césarienne, délivrance du placenta. Merci en tout cas de nous avoir partagé toutes tes connaissances, toutes tes recherches. On rappelle qu'en fait, tu es là pour expliquer aux femmes, pour les accompagner aussi dans ta formation, mais que c'est un choix qui appartient à chacun. Et donc, on vous invite à partager vos expériences dans les commentaires, comme vous avez commencé à le faire, et en parler à votre gynécologue, à votre obstétricien. Justement, parlez-en, écoutez les capsules et parlez-en et partagez autour de vous, parce qu'en fait, ça commence par ça, c'est d'en parler autour de soi et d'essayer d'éveiller les consciences, en tout cas, pour le bien-être des bébés et de l'humanité, tout simplement. Merci Emma. Merci À bientôt. Nathalie. Au revoir.